Merci. Je suis un peu intimidé en fait. Je pensais arriver très serein et finalement pas du tout. Je suis très flatté, très honoré de cette reconnaissance et très heureux en même temps que cette recherche soit reconnue parce que d'ici la fin 2014, début 2015, il y aura l'expérimentation sur les donneurs qu'on appelle donc Maastricht 3. Et comme Madame Edwige Rudolton vient de l'expliquer, ce sont donc des malades qui pour beaucoup sont soit en fin de vie ou soit sont en soins intensifs parce qu'ils n'ont pas atteint des critères neurologiques suffisants pour qu'on puisse prélever leurs organes, mais évidemment il n'y a pas d'espoir de récupération d'une vie dont la qualité serait suffisamment acceptable, et donc une décision d'arrêt des traitements va être prise, ou en tout cas peut être prise, et à la suite de ça, une autre décision peut être prise qui serait donc celle d'un prélèvement d'organes dans l'intérêt d'un tiers. Le législateur a lancé en 2012 un nouveau plan greffe qui va couvrir la période 2012-2016 et dans lequel l'augmentation du nombre de transplantations constitue l'une des priorités pour répondre aux besoins de plus en plus importants de greffe d'organes. Aussi, l'extension aux donneurs M3 est largement considérée. Elle l'est d'autant plus qu'à partir de la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, il est possible d'arrêter les traitements pour éviter de basculer sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique et ce qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Et pour être tout à fait exact, les donneurs après un arrêt cardiaque furent les premiers prélèvements pratiqués au monde depuis les années 1930 au milieu donc au XXe siècle, et ils constituaient l'unique source d'organes jusqu'en 1968 avec la première transplantation cardiaque réalisée par le professeur Barnard. Alors les initiés le savent, mais on peut rappeler qu'à la suite de cette première transplantation cardiaque, les critères de la mort ont été révisés et qu'aujourd'hui on parle de mort encéphalique et non plus de mort cardiaque. Et pour autant, eh bien, en 1992, un programme de recherche, justement, qui concerne les personnes qui sont en soins intensifs et pour qui est prise la décision d'arrêter les traitements, en 1992, l'université de Pittsburgh lance un programme pour relancer les prélèvements d'organes sur les personnes en arrêt cardiaque. Il faudra attendre 1993 pour que le premier prélèvement ait lieu. Le succès n'est pas immédiat, mais il est assez rapide. Et devenant un réel succès par la suite, la question s'est posée de savoir si on pouvait étendre à un niveau plus large encore cette pratique, donc avec d'autres États. Et fort de ce succès, de ce nouveau type de prélèvement, eh bien, une conférence a eu lieu à Maastricht en 1995 qui a permis une classification de différents types de donneurs après un arrêt cardiaque et qui a donné lieu à 4 distinctions. Les personnes en arrêt cardiaque sans possibilité de premier secours, c'est par exemple un infarctus sur la voie publique, c'est donc le type 1. Le type 2, ce sont des personnes en arrêt cardiaque avec des premiers secours inefficaces. Le type 3, qui sont donc les personnes en arrêt cardiaque après une décision d'arrêt des thérapeutiques. Et enfin, le cas le plus répandu, qui est le type 4, ce sont les personnes en mort encéphalique qui font ensuite un arrêt cardiaque. Ce faisant, on pourrait réduire ces 4 distinctions à 2 distinctions, à 2 catégories principales qui seraient les prélèvements d'organes après un arrêt cardiaque non contrôlé, qui concernent les prélèvements 1, 2 et 4, les donneurs 1, 2 et 4, et les prélèvements d'organes après un arrêt cardiaque contrôlé, et qui serait proprement le Maastricht 3. Cette conférence internationale n'a pas servi simplement à établir une classification de donneurs, elle a permis aussi d'établir un certain nombre de recommandations, et notamment le rappel de la protection de la dignité de la personne humaine, et de la personne prélevée en l'occurrence, mais aussi la séparation chronologique de la décision d'arrêt des thérapeutiques d'avec la décision de prélèvement des organes. Et enfin, l'exigence d'un délai de 10 minutes entre la cessation des battements du cœur et la déclaration du décès. Ces recommandations ne sont que des recommandations, puisque à l'échelle internationale, pour l'ensemble des pays, ils ne sont pas très nombreux, mais l'ensemble des pays qui pratiquent ce prélèvement, ce délai de 10 minutes n'est pas le même pour tout le monde. En fait, les États-Unis ont 2 minutes entre la cessation des battements du cœur et la déclaration du décès. Le Canada ont 5 minutes de délai.
La Belgique ont 3 minutes, et aujourd'hui, ils s'interrogent d'ailleurs à savoir si il serait souhaitable de prélever aussi les personnes qui ont été euthanasiées. Et la France, qui s'apprête donc à expérimenter le Maastricht 3, s'orienterait, après une étude, des réunions de réflexion qui ont été faites à l'Agence de la biomédecine, s'orienterait vers un délai de 5 minutes. Autant dire qu'il n'existe pas de consensus au niveau international sur le réel délai souhaitable recommandé. Cela pose question pour un certain nombre de personnes, et notamment pour la neurologue et historienne des sciences Laura Bossi, qui juge ce délai trop court pour respecter un principe fondamental dans tous les prélèvements d'organes, qui est le principe du donneur mort. Et pour cela, elle fait référence à ce qu'on appelle le syndrome de Lazare, c'est-à-dire ces situations de ressuscitation spontanée ou non. Et de ce fait, elle énonce une critique assez virulente à l'endroit du Maastricht 3 et de l'ensemble des prélèvements après arrêt cardiaque, on peut le dire. Ce n'est pas le seul point qu'elle souligne et qui fait difficulté pour elle, c'est aussi la difficulté de la décision humaine à l'origine du décès de la personne, et qui pourrait laisser suspecter, selon elle, un conflit d'intérêts entre l'intérêt de celui qui va recevoir les organes et finalement l'intérêt de celui qui se trouve à ce moment-là en fin de vie. Ces interrogations ont pris la forme la plus virulente et peut-être la plus agressive sous la plume de la sociologue Renée Fox à l'université de Harvard, qui, dans un article intitulé « Une ignoble forme de cannibalisme », fustige littéralement la pratique du Maastricht 3. Il serait naïf de penser que Renée Fox ait une méconnaissance du cannibalisme, de ce qu'est réellement cette pratique, cette référence au cannibalisme n'étant pas une référence que l'on fait à la légère. Mais il faut reconnaître que cette pratique de prélèvement pose un certain nombre d'enjeux éthiques, de questionnements éthiques, qui méritent d'être pris en considération. Et la France, qui s'apprête justement, fin 2014, début 2015, d'expérimenter dans quelques centres conventionnés cette pratique, eh bien, s'engage dans cette réflexion. Et c'est pour ça que l'Agence de la biomédecine a soutenu cette recherche. Déjà, cette recherche qui consistait... je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, dans le détail, les résultats, j'ai trouvé plus intéressant de m'attarder sur les résultats. La méthodologie consistait, comme l'a rappelé, l'a indiqué Mme Edwige Roux-d'Antoine, consistait à être très interdisciplinaire, c'est un mélange d'enquêtes de type sociologique, notamment des enquêtes semi-dirigées, auprès de professionnels de santé qui sont déjà impliqués dans le prélèvement d'organes, et pas n'importe quel de prélèvement d'organes, dans le prélèvement d'organes après un arrêt cardiaque non contrôlés, les pratiques 1, 2 et 4, puisque depuis le décret du 2 août 2005, eh bien, ces trois donneurs potentiels sont autorisés en France, le M3 n'ayant pas été autorisé par l'Agence de la biomédecine. Donc, je suis allé rencontrer donc, ces professionnels de santé. J'ai fait un peu plus que ça. Je suis allé assister à des prélèvements multi-organes, justement, pour comprendre l'ambiance qu'il peut y avoir, les enjeux qu'il y a aussi au moment où il faut rencontrer une famille pour lui proposer, justement, un prélèvement d'organes. Alors, qu'ont raconté ces professionnels de santé? La première chose dont ils parlent, ce n'est pas finalement du prélèvement d'organes, mais de la décision d'arrêt des thérapeutiques. Ces professionnels que j'ai rencontrés, réanimateurs, coordinateurs de greffe, chirurgiens, certains qui d'ailleurs se définissent uniquement comme des chirurgiens préleveurs ou que des chirurgiens greffeurs, infirmiers cadres, infirmiers et néphrologues, ces professionnels de santé donc soulignent la difficulté de la décision d'arrêt des traitements. Ils reconnaissent la nécessité de tout arrêter dans certaines circonstances. Ils expliquent que la médecine doit justement savoir lâcher prise pour ne pas glisser vers l'obstination déraisonnable, mais cette décision d'arrêter ou de continuer n'est pas toujours fondée sur des certitudes. Et l'un d'eux nous dit, quand on va dans les centres de rééducation et que l'on voit que les familles ne viennent plus voir leurs proches, on se dit que les espoirs qu'on a laissés 6 mois avant, c'était un peu de la cruauté. Mais comment expliquer qu'il faut arrêter sans laisser penser que l'on abandonne la personne? Il y a presque une issue impitoyable pour les professionnels de santé. S'ils continuent les soins et que la qualité de vie de la personne qui aura été sauvée n'est pas acceptable, ni pour la personne elle-même si elle peut s'exprimer, ni pour les proches, on dira que les professionnels de santé se sont obstinés déraisonnablement.
Mais si le professionnel de santé prend la décision de tout arrêter pour éviter cette situation, eh bien, ils sont nombreux ceux qui viendront critiquer le professionnel de santé en disant qu'il a fait mourir la personne. Et l'un d'eux nous dit « Débrancher une machine », c'est un réanimateur qui parle, c'est encore un symbole fort aux familles. On explique qu'on fait un arrêt de traitement et on laisse mourir le patient. On n'abandonne pas, on laisse mourir parce que jusque-là, on l'en a empêché. Cette distinction, qui a été initiée par la loi Leonetti, la loi du 22 avril 2005, entre laisser mourir et faire mourir, et qui a été fortement critiquée par ceux qui revendiquent le droit à l'euthanasie, se révèle au contraire une aide très précieuse pour les professionnels de santé dans la communication avec les membres de la famille, et elle leur permet d'expliquer que parfois, c'est le maintien en vie qui est du fait de la technique médicale. Autrement dit, que l'action médicale que l'on essaie de dénoncer est plutôt dans le maintien que dans le lâcher-prise, comme ils disent. Quand la médecine se retire pour ne pas provoquer une situation difficile, non seulement elle ne provoque pas le décès de la personne, mais en plus, elle ignore quand ce décès surviendra. Et l'un des médecins explique « on laisse l'évolution naturelle du patient se faire ». Cette distinction jugée utile par les professionnels de santé marque donc la différence entre, d'un côté, aider à faire mourir en faisant obstacle à la vie et aider à vivre sans faire obstacle à la mort. Pour autant, cette distinction ne permet pas de prendre une décision d'arrêt des thérapeutiques avec certitude. Quand cette décision doit être prise, la question que se pose le professionnel de santé à ce moment-là est celle de savoir ce qu'est une vie acceptable. Et pour savoir ce qu'est une vie acceptable, eh bien, l'un d'eux nous dit « l'analyse de savoir si telle vie vaut la peine d'être vécue se fait intérieurement et il en ressort une impression générale ». En réalité, toutes ces situations limite révèle l'embarras des professionnels de santé face à des états de vie qui sont moralement difficiles d'appréhender, le coma végétatif, les états post-relationnels, les patients cérébrolésés, les formes les plus sévères de Lockheed syndrome, pour ne donner que ces exemples-là. Mais s'il ressort une impression générale de ce qu'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, elle est aussi une impression très personnelle qui n'assure pas qu'elle corresponde à ce qu'aurait souhaité la personne si elle pouvait s'exprimer. Aussi, une telle diffusion est-elle difficile pour les professionnels parce que les critères de la décision et les concepts font défaut ici, mais aussi parce que cette décision est une décision pour autrui dont l'issue, justement, peut être la mort ou un fardeau selon les circonstances. Avant même d'évoquer le prélèvement Maastricht 3, les professionnels de santé donc expriment leur embarras face à l'arrêt des thérapeutiques, et pour certains, c'est un motif suffisant pour ne pas s'engager sur la voie du Maastricht 3. Pour d'autres, en revanche, se trouvent de l'autre côté du problème ceux pour qui une greffe d'organes redonnerait de façon quasi certaine une vie normale. Entre l'incertitude sur l'état d'un malade d'un côté et l'assurance de rendre une vie meilleure de l'autre côté, ces professionnels de santé favorables au M3 voient dans l'acte d'organes une espèce, je cite, de dernier acte héroïque qui met en valeur toute une vie. L'extension des critères de prélèvement aux donneurs M3 est alors perçue comme un moyen de se prémunir du sentiment de frustration que beaucoup expriment. Certes, une famille peut témoigner que leurs proches ne s'opposent pas au don, mais dans l'état actuel de la législation, eh bien, leur proche, qui se trouve dans une situation neurologique critique, n'atteindra pas systématiquement les critères neurologiques pour pouvoir donner ses organes. Et cela crée donc une frustration chez les professionnels de santé, mais aussi chez les familles. Une famille, pour certaines, qui vont même jusqu'à exiger l'obstination déraisonnable pour être sûr d'atteindre les critères neurologiques. Mais l'espoir d'un don d'organes, explique un réanimateur, engage souvent donc une famille à atteindre ces critères-là, et ce qui met le professionnel de santé en défaut, parce que d'un côté, il ne veut pas nuire aux malades, mais de l'autre côté, il entend l'espoir vain d'une famille. Nous sommes tous pris à la gorge, dit l'un d'eux, par le cadre légal, et qui est utile, mais pour lequel, des fois, on aimerait qu'il laisse des petites fenêtres. Il est entendu ici que l'autorisation du M3 réglerait cette difficulté en mettant fin, d'une part, à la situation de souffrance du malade, en répondant ensuite à l'espoir de la famille et en compensant la frustration de certains professionnels. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à avouer qu'ils franchissent une ligne interdite, comme l'explique l'un d'eux. Il arrive qu'il reste un petit passage au niveau neurologique, mais il n'y a pas d'espoir d'une réelle récupération. On envoie au prélèvement. Ça veut dire quelque part, conclut-il, qu'on n'est pas sûr que la personne soit réellement morte.
Alors comment prend-il une décision? Deux stratégies sont apparues et il arrive qu'un même professionnel bascule d'une stratégie à l'autre selon les circonstances. Ces stratégies se distinguent par le lieu où le professionnel de santé va placer les valeurs qu'il souhaite préserver. Dans la première stratégie, le doute dans la décision n'existe pratiquement pas. C'est une stratégie fondée sur une expertise médicale argumentée par des pourcentages de risque que la situation du malade finisse mal, comme un état post-relationnel par exemple. Ici, le professionnel raisonne en termes des meilleurs moyens d'éviter ce genre de situation. On a des réanimateurs, dit un coordinateur de greffe, qui ne regardent que les chiffres. Ils disent que dans telle situation, tel malade a 80% de risque que ça finisse mal et ils décident de tout arrêter tout de suite. Dans la seconde stratégie, le doute est évident et le professionnel se fonde davantage sur son ressenti, sur son impression. Il est motivé par l'idée que la vie détient une valeur forte et privilégie le respect de la vie au risque de paraître dogmatique. Alors que les professionnels qui s'inscrivent dans la première stratégie définissent leur rôle comme un garde-fou de la société contre ces états de vie non désirés et favorisent les décisions d'arrêt thérapeutique, les professionnels qui s'inscrivent dans la seconde stratégie mobilisent les savoirs et les techniques au service de la vie. Autant dire que ces deux stratégies ont la crainte de laisser apparaître quelque chose, entre guillemets, de monstrueux, une vie qui ne vaudrait pas la peine d'être vécue pour les premiers, une vie qui aurait valu la peine d'être vécue pour les seconds. Mais l'une et l'autre des stratégies, finalement, tournent autour de la notion de contrôle, contrôler la mort et la faire venir quand on la juge préférable à la vie, ou la contrôler pour la tenir à distance dans l'espoir que la vie l'emporte à un moment. Les professionnels sceptiques quant au M3 butent justement sur cette notion de contrôle et parlent de programmation de la mort d'autrui, de programmation de la mort d'autrui. Et pour le dire, ils n'hésitent pas à faire référence aux exemples des condamnés à mort en Chine. En réalité, il est craint que le malade ne soit plus la finalité des actes qu'il reçoit, le bénéficiaire étant celui qui recevra un organe. La logique des soins, on peut en tout cas se poser la question, la logique des soins d'une personne dans un service de soins intensifs est-elle réellement compatible avec la logique d'un prélèvement d'organes, d'autant qu'il faut préciser que le prélèvement d'organes Maastricht 3 suppose des actes préparatoires au prélèvement, alors même que la personne n'est pas encore décédée. Si ces logiques ne sont pas compatibles, si tel donc ne peut être le cas, alors le M3 pourrait être considéré, et ça l'est pour certains nombres de professionnels rencontrés, comme une instrumentalisation du malade donneur. L'un d'eux dit « Difficile côté soignant de laisser les gens mourir tranquillement. Pourquoi est-ce qu'on ne leur fout pas la paix ?» C'est un chirurgien qui s'exprime. Pourquoi faut-il encore faire un prélèvement derrière? Reprendre le massage cardiaque alors qu'on vient de l'arrêter, je trouve que c'est un peu jusqu'au boutisme, de la manipulation de l'organisme pour récupérer les organes. Ils vont mourir, donc on les tue. Pour d'autres, en revanche, même si la logique du prélèvement M3 modifie le statut du malade, le malade est par lui-même déjà engagé sur cette voie par le problème de santé qu'il rencontre. Ici, la programmation de la mort d'autrui n'est pas une vraie programmation, puisque la décision d'arrêt thérapeutique se révélerait être une anticipation de la réalité du décès à venir. L'un d'eux nous dit « Au départ, le patient a déjà amorcé sa mort tout seul. Nous, on a fait ce qu'on pouvait, peut-être pour le sauver ou le soigner, mais l'approche n'a pas été faite par quelqu'un en amont. Le patient arrive déjà avec un problème. Ce n'est pas nous la cause. Après, moi, je peux me dire que là, il y a quelque chose à faire. Mais quand je vais en réanimation, je ne me dis pas non plus qu'il y a des potentiels M3 de partout. D'un côté, certains verraient donc le malade comme déjà mort, tandis que pour d'autres, il ne l'est pas du tout au moment de la déclaration du décès. 2 minutes, même 10 minutes, est-ce réellement un délai suffisant pour dire avec certitude que la mort est irréversible? C'est là une difficulté de taille et qui revient très régulièrement dans les entretiens. En réalité, aucun professionnel de santé ne dit que la mort est irréversible dans la situation du M3. Mais il s'agit d'une personne pour qui fut prise une décision d'arrêt thérapeutique. Autrement dit, une décision qui fait tomber les derniers obstacles face à la mort. Pour ce malade-là, il n'est pas question de chercher à maintenir sa vie. Le M3 révèle en ce sens de grandes différences entre deux paradigmes de donneurs. D'un côté, le premier paradigme, c'est une personne qui aurait fait un arrêt cardiaque, par exemple, sur la voie publique. La mort est venue d'elle-même et les secours vont chercher à faire revenir cette personne à la vie. S'ils n'y parviennent pas, éventuellement, on pourra proposer un prélèvement d'organes. Le second paradigme est une personne en soins intensifs pour qui les soins ne sont cliniquement plus justifiés, parce que futiles, parce que disproportionnés. On décide collégialement d'un arrêt des thérapeutiques. On laisse faire la mort et c'est parce qu'on ne cherche plus à lui faire obstacle que la question de l'irréversibilité de la mort est une fausse question pour les
professionnels de santé favorables au M3. En théorie et en pratique, cela se révèle, ce délai et la séparation chronologique des décisions se révèlent finalement assez peu convaincantes. On n'est plus ici sur une analyse des entretiens, mais une analyse théorique à partir des procédures faites dans les pays étrangers qui pratiquent le M3. Et pour montrer la lacune, en tout cas la faillite de l'argument de la séparation chronologique et de la division des décisions, on peut parler de ce qu'on appelle en philosophie morale de l'individuation des intentions. Le meilleur moyen de l'expliquer est peut-être un exemple. Prenons un établissement où l'on pratique les prélèvements d'organes M3. Il se trouve un réanimateur qui est en soins intensifs et il a potentiellement une personne qui serait un donneur potentiel. Le réanimateur n'ignore pas que dans son établissement de santé, on pratique du M3. Autrement dit, l'individuation des décisions, c'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui va décider du prélèvement, de l'arrêt des thérapeutiques et de la décision des prélèvements d'organes, n'implique pas nécessairement la différence, en tout cas l'individuation des intentions dans l'esprit du réanimateur qui, lui, va prendre la décision d'arrêt des thérapeutiques. Autrement dit, de l'individuation des décisions, on ne peut déduire une individuation des intentions. Et la question est bien justement, pour éviter cette difficulté du conflit d'intérêts, de pouvoir individuer les intentions, de sorte qu'en faisant A, on n'a pas l'intention de faire B. Enfin, pour conclure, je soulignerai la conscience très forte de tous les professionnels de santé rencontrés de l'énorme difficulté de la pratique du M3, d'autant plus difficile qu'ils sont incroyablement embarrassés encore aujourd'hui, bientôt 10 ans après la loi Leonetti, par cette décision d'arrêt des thérapeutiques. Et que cette décision reste encore, dans un grand nombre de situations, un inconfort incroyable pour eux, et qu'il leur paraît très difficile de devoir derrière prendre une décision de prélèvement d'organes quand la décision d'arrêt des thérapeutiques a elle-même été difficile. Ils sont tous favorables au M3, même ceux qui se révèlent les plus sceptiques. Une toute petite partie exprime malgré tout des doutes en soulignant en rappelant ce qu'on appelle les cultures de service, et qu'il y a certains services où justement on risque fort de ne plus réanimer pour privilégier le prélèvement d'organes. Qu'en est-il du débat ? Je terminerai là-dessus. Qu'en est-il du débat citoyen sur ce sujet ? Si l'Agence de la biomédecine va expérimenter d'ici fin 2014, début 2015, le M3, qu'en est-il du débat citoyen ? Qu'en est-il de l'information des citoyens sur cette question-là ? C'est pourquoi il m'a semblé très important de faire une recherche aussi sur ce sujet-là, de façon à ce que ces résultats puissent être rendus publics et justement que l'on puisse ensemble en débattre pour que toutes les voix puissent se faire entendre et pas simplement des experts de l'éthique, mais aussi des personnes qui, sans être experts de l'éthique, ont aussi des choses très importantes à dire. Je vous remercie.